Alors aujourd'hui, nous recevons Jenna Bounei. Alors, présente-toi. Bonjour à tous, je m'appelle Jenna Bounab, j'ai 17 ans, je suis une élève de la terminale STMG2 au lycée Louis Pasteur. J'ai été nommée chef de projet, le projet c'est Boîte de Noël pour les SDF par Monsieur Faïd, notre professeur principal. Est-ce que tu peux nous dire ça a été bénéfique pour toi d'être nommé chef de projet ? Oui, ça a été bénéfique pour moi car j'ai appris comment manager toute une équipe. J'ai vu ce que ça faisait d'avoir des responsabilités, d'organiser un projet et de faire les choses bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as organisé le projet ? On a réparti des équipes, donc différentes équipes. Donc il y a eu premièrement l'équipe qui sont passées dans les classes, une équipe de 4 élèves qui sont passés dans les classes pour alerter les autres de notre projet. Ensuite, il y a eu l'équipe qui ont fait des affiches pour les coller dans le lycée. Une autre équipe qui a fait une vidéo pour sensibiliser les gens vis-à-vis des SDF. Ensuite, il y a eu l'équipe qui ont fait des mots pour réconforter les SDF dans les boîtes de Noël. Il y a l'équipe qui sont partis interviewer les SDF pour montrer, pour avoir des témoignages, voilà. Et ensuite, j'ai envoyé un message au proviseur du lycée pour qu'il envoie un message à tous les élèves du lycée pour les alerter de ce projet et pour qu'ils ramènent beaucoup de dons et de récoltes. Est-ce que ça a été beaucoup de responsabilités pour toi ? Oui, car il faut laisser personne de côté. Il faut bien faire les choses et bien organiser le projet pour que ça soit efficace et que ça soit bien fait. Merci Jenna de nous avoir parlé. On te remercie et on va recevoir dans quelques instants Moussa et Sekou. Alors nous accueillons Sekou et Moussa. Alors je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. Merci. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Sekou Kamara, élève de la terminale STMG2. Ça fait plus de 2 ans que je suis à Pasteur. Moi, c'est Moussa, terminale de la STMG2, donc je suis dans la même classe que Sekou. J'ai 17 ans, moi ça va faire 3 ans que je suis ici au lycée Louis Pasteur. Parti récolter des témoignages dans la rue, est-ce que vous pourrez nous raconter comment ça s'est passé ? Donc déjà tout d'abord aux alentours de 14h, on est sorti avec notre professeur principal, Monsieur Faïd, ainsi que Moussa et quelques élèves de la classe. On est parti à la gare Lille-Flandre. On a essayé d'interviewer des SDF, 5, et on a pu en parler à 2, sachant que ils ont tous à peu près la même histoire, et sauf qu'il y en a qui veulent pas dire ce qu'ils ont subi. Est-ce que ça a été compliqué d'approcher certaines personnes ? Oui, forcément. Déjà, les premiers SDF qu'on a croisés ne parlaient pas français, donc c'était assez compliqué d'installer une discussion avec eux. Mais on a eu l'occasion d'interviewer 2 qui parlaient français. À peu près la même histoire. C'est toujours les mêmes choses. Soit c'est une déception amoureuse, soit c'est une perte d'un membre de sa famille, ou addiction à la drogue, etc. Est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a touché plus que l'autre ? Oui, notamment le premier, qui était assez jeune, donc 21 ans. Et donc qui nous a expliqué qu'il se sentait invisible. Donc à ce moment-là, ça nous a tous touchés parce que voilà, c'est un humain. Donc ça reste un humain. Donc le fait qu'ils disent qu'ils se sentent invisibles, forcément ça nous touche. Et donc si ça pourrait immobiliser les gens, voilà, à faire au moins l'effort de parler avec cette personne, de lui donner de l'intention, même s'ils n'ont pas forcément les moyens, ça serait bien. Moi de mon côté, ça a été l'interview de la deuxième personne, du coup. Il a une histoire très très riche. Il a eu la perte de ses parents. Franchement, moi ça m'a vraiment touché. Et vraiment, il a une histoire vraiment très 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 longue. Vous pourrez voir ça à travers le témoignage. Est-ce que cette expérience ça vous a permis d'avoir une autre image des SDF ?
Bah oui, forcément, ça enlève les préjugés qu'on a sur les SDF. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça reste des humains, donc ils ont une histoire, ils ont des familles, ils ont même pour certains des enfants. Donc voilà, il n'y a pas de préjugés à avoir sur les SDF. D'accord, bah merci d'être venu. Et Dans quelques instants, les interviews des SDF. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, du coup on se présente. Du coup on est des élèves de la terminale STMG au lycée Pasteur, qui est là-bas au centre-ville. Et dans un cadre d'un projet humanitaire, nous aimerions vous interviewer, vous poser quelques questions sur vous et pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Est-ce que vous acceptez? Oui, j'ai accepté. Ok, merci beaucoup. Donc tout d'abord, on est là je tiens à vous dire qu'on est là dans la bienveillance et pour enlever les préjugés sur les personnes sans domicile fixe. Première question. Quel âge avez-vous, monsieur? J'ai 21 ans. Ok. Avez-vous parfois, arrivez-vous à trouver un domicile, un hébergement dans lequel vivre un peu? Non. Non. D'où est-ce que vous venez, monsieur? Je viens de Aubourdin. Aubourdin. Avez-vous des passions dans la vie? Le foot. La musique. Quel est votre club préféré, monsieur? Comment? Votre club préféré de Non. foot? Club de foot préféré? Ah, mon équipe de foot préférée, c'est le Barcelone. Vous avez raison, monsieur. Très bon choix, monsieur. Depuis combien de temps êtes-vous dans cette situation? Depuis 6 ans. 6 ans. Ok. Avez-vous déjà été contacté par des associations pour sortir de cette situation? Oui, mais c'est très difficile car il y a beaucoup de demandes et on est vraiment trop pour être pris en charge en fait. Okay. Merci beaucoup. Quelle est votre situation familiale actuellement? Aucun contact avec la famille. Lola a une question. Est-ce que c'est dur en ces temps d'hiver à rester dehors? Ouais, c'est vraiment c'est la période la plus compliquée de l'année en fait. On essaye vraiment de trouver des foyers, un hébergement, mais c'est compliqué, surtout la nuit en fait. La journée ça va, mais la nuit c'est le plus compliqué l'hiver. Et vous communiquez souvent avec les autres SDF autour? Oui, c'est parfois bénéfique, mais parfois il y a aussi des problèmes par rapport à l'argent et puis voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui vous donnent des choses dans la rue quand ils vous voient? Pas grand monde, hein. La plupart ne font pas attention à nous et nous esquivent un peu, voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc nous on est une classe de terminale qui se situe à Pasteur, c'est là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Donc aujourd'hui on vient pour vous poser des questions. Ça voudrait. Donc là on est dans la bienveillance, on est là pour enlever les préjugés des SDF. Et donc nous on va mettre en place plusieurs boîtes, etc. Et dans une semaine, si vous êtes encore là, vous pourrez venir les chercher. Donc vous venez d'où? Mon histoire elle est compliquée. Moi. Je suis né à Bruxelles, j'ai grandi à Marseille et j'ai vécu en France. D'accord. Voilà. Bah, quelles sont vos passions dans la vie? Mes passions, Oui. j'ai 50 ans. Mes passions, je crois qu'ils sont en arrière. Durant votre enfance? C'était prof d'histoire, théologie. Est-ce que ça fait combien de temps vous êtes dans cette situation? Depuis la mort de mes parents.
depuis 2021. Est-ce que vous avez déjà été contacté par des associations, etc. Moi, j'étais contacté, mais ça aboutit à rien du tout. Est-ce que vous aurez besoin de matériel? Puisque voilà, cette interview elle va passer donc dans une radio et donc ça pourrait motiver donc les élèves du lycée à pouvoir voilà pour cette cause. Besoin de quoi? De se laver. La première chose, c'est important, l'hygiène. Mais se laver tranquille, pas se laver en surveillant son sac. Et c'est réaliste, c'est réel. Moi, avant, j'étais, comme je vous ai dit, j'ai 50 ans. Avant, je prenais de la drogue, comme tout le monde, je me suis drogué, mais j'ai pris de la drogue dure, parce qu'en Belgique, c'est pas comme la France, on prend de la Hollande, bref. Une fois que je me suis marié, j'ai un fils de 24 ans, une fois que je me suis marié, j'ai quitté ce domaine. À partir de 2017, je me suis dit, là, je vais m'occuper de mes parents. Avec tous les mal que je leur ai fait pendant mon enfance, il faut que je me rattrape. Voilà. Puis il y a eu le Covid qui est arrivé en 2021. Mes parents, heureusement, dans le malheur et le bonheur, ils sont restés bloqués en Belgique, vu que toutes les frontières ont été fermées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2021. Voilà. Puis, ils ont eu la lettre pour le vaccin, le AstraZeneca, j'oublierai jamais. Le AstraZeneca. Voilà. Ils se sont fait vacciner, ils sont morts tous les deux jours après. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont morts 2 jours après, j'ai reçu un coup de fil une semaine après en me disant que la fille avec qui je vivais à Marseille, elle était aussi décédée du Covid. En un mois, j'ai perdu les êtres plus chers de ma vie. Voilà, à part mon fils, que Dieu le préserve, qu'en Belgique. Puis j'ai dû aller au Maroc vu que moi je vivais avec eux, et c'est moi qui parle le mieux dans la famille marocaine, qui connaît les lois marocaines, je devais aller faire les trucs d'irritation. Voilà. En France, quand tu es RSA, tu ne peux pas dépasser 3 mois. À l'étranger. Voilà. Et moi, ça a duré 4 mois, malheureusement. Quand je suis rentré en France, 3 mois après, j'ai reçu une convocation au contrôle de RSA en me disant, voilà, 4e mois où vous étiez, et j'aurais tout expliqué, j'ai pas menti. Et j'avais des actes de décès de mes parents, tout, de ma copine. Oh. Ils n'ont rien calculé et ils m'ont tout retiré. Le RSA, tout. Ils m'ont laissé que la carte vitale. Voilà. Mon élève, il a encore une dernière question à vous poser. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Retourner dans mon pays. Au Maroc? Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage très sincère et très complet. Bonjour à tous. Monsieur Faïd, enseignant, professeur principal de la terminale STMG2 au lycée Louis Pasteur. Soutenu par ses propres élèves, comme on l'entend. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'après du projet? Alors, on va d'abord faire un point sur ce qu'on a pu récolter jusqu'à présent. À vue d'œil de ce que je vois dans le foyer, on est à peu près à 50% de l'objectif, d'où l'idée de ce podcast pour continuer à sensibiliser les élèves du lycée. Nous allons finalement retarder la fin du projet, donc on va prolonger cela au moins jusqu'au 19 décembre, ce qui permettra à l'ensemble des élèves du lycée de pouvoir participer à cette jolie action. Et l'idée, c'est de se retrouver avec les volontaires de la classe le 20 pour confectionner les boîtes. Donc on va faire plusieurs types de boîtes. Il va y avoir des boîtes pour les enfants, parce que dans les SDF, on a tout type de SDF. Nous avons majoritairement bien sûr des hommes, on a aussi des femmes et on a aussi hélas des enfants. Donc chaque boîte sera composée de produits d'hygiène, de friandises, d'une paire de gants, d'un bonnet et d'un mot doux. Merci d'ailleurs à Ayoub et Moussa de l'équipe Modou. Alors j'ai une question. Quel est l'objectif de cette action? L'objectif de cette action, j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs. En réalité, il y a plusieurs objectifs.
la première chose, c'est de vous transmettre à vous cette idée qu'on peut s'investir et mettre en place des projets. Ma mission, c'est aussi de faire de vous de futurs citoyens. Ça, c'est la première idée. Ensuite, vous êtes en STMG, donc dans vos métiers, vous serez amené à travailler de plus en plus en mode projet. Et donc, ce sont des compétences qu'on attend de vous dans vos futurs métiers. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à ce sujet-là ? Un des objectifs aussi, c'est de renforcer la cohésion au sein de la classe. De faire en sorte que... Bon, elle était déjà bien, vous êtes déjà une très bonne classe et l'ambiance était bonne déjà avant que j'arrive, peut-être des fois un peu trop bonne. Hein, et c'est surtout voilà, de vous laisser aussi à vous un bon souvenir quand vous partirez de ce super lycée. Quels ont été les acteurs majeurs qui vous ont aidé dans ce projet ? Alors, merci de me tendre la perche. À ce niveau-là, je voudrais remercier les acteurs du lycée. D'abord Amine, notre assistant éducation, qui a donné pas mal de son temps pour qu'on puisse réaliser cette émission radio. Ensuite, j'ai une pensée particulière pour les déjà vous pouvez vous applaudir. Vous avez vraiment fait le boulot. Vous avez fait le boulot à ce niveau-là. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des élèves du lycée parce que mine de rien, on a quand même on a récolté pas mal de choses. Ensuite, je voudrais remercier les collègues qui nous soutiennent, les profs de la filière STMG, notamment Madame Silva, Madame Denis. Je vais me faire engueuler parce que je vais en oublier quelques-uns. Monsieur Doudou, oui. Etc. Et les collègues aussi pour leurs encouragements. Donc, et aussi l'équipe de direction, le proviseur nous a confectionné un mail qu'il a envoyé à toute la communauté du lycée Louis Pasteur. Et je pense que ça nous a vachement aidé, ça nous a vachement touché. Il nous a fait confiance sur ce projet-là. C'est la deuxième année qu'on le réalise. Et j'espère qu'on pourra le réaliser encore pas mal d'années. Et puis aussi les CPE. Donc Monsieur Marcel et Madame Petit. Donc, justement, Madame Petit nous a rejoint et on va lui poser quelques questions. Bonjour. Bonjour. On aimerait d'abord savoir ce que vous pensez du projet. Alors évidemment, je pense que c'est un super projet. Ça fait maintenant 2 ans que les terminales STMG ont pris ce projet en main et je trouve que c'est super important parce que ça met en jeu la solidarité. La solidarité, c'est une valeur que moi j'aime défendre. Alors c'est pas toujours évident dans les établissements scolaires de défendre une valeur de solidarité. On est aussi touché parfois et vous organisez aussi des actions. Par exemple, quand il y a un drame à l'étranger, un tremblement de terre, un tsunami, des choses comme ça, on organise puis la guerre en Ukraine l'année dernière, on organise des actions. Mais parfois aussi on oublie le local et je trouve que c'est important de s'inscrire aussi dans des initiatives qui vont avoir une conséquence, une influence sur ce qui se passe localement. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'impact de cette action humanitaire sur le lycée ? Est-ce qu'elle est bénéfique ? Une action humanitaire, c'est toujours bénéfique. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça développe l'esprit de citoyenneté, c'est-à-dire que ça montre peut-être aux élèves qu'on n'est pas tout seul et que même si nous, ça va ou ça va pas, d'ailleurs, il y a des gens qui sont malheureux, qui vivent des situations difficiles. Et du coup, c'est important de l'entendre et c'est important de voir que on peut aussi faire des petites choses pour venir en aide à ces personnes. Alors, c'est pas forcément grand-chose. Ramener une brosse à dents, je pense que même si on n'a pas de moyens extraordinaires, si à la maison on est déjà embêté financièrement, une brosse à dents,
dans un magasin discount, ça coûte 90 centimes. Et on peut se dire que ramener une brosse à dents, c'est un geste. Et c'est important de voir que des petits gestes multipliés par 1300, puisqu'il y a 1300 élèves, plus à peu près une centaine d'adultes, ça fait qu'à un moment donné, on peut remplir, comme l'année dernière, 30 boîtes qui vont servir à des gens qui sont en difficulté et qui sont en difficulté parce que la vie souvent les a pas aidés et parce que ils ont un parcours de vie souvent difficile. Les personnes qui sont sans domicile fixe, quand on regarde au niveau des statistiques, ce sont souvent des personnes qui sont sans domicile fixe, qui ont eu des difficultés dans leur enfance. Je rappelle que une majorité de personnes qui sont dans la rue sont des personnes qui dépendaient de l'aide sociale à l'enfance. Donc qui n'avaient déjà pas de parents, qui n'ont pas de relais, qui n'ont pas de réseau premier, qui sont la famille, sont aussi des gens qui sont mineurs isolés, c'est-à-dire qui arrivent d'un pays qu'ils ont fui sans les parents et ne peuvent pas prouver qu'ils sont mineurs parce qu'ils n'ont pas de papier et du coup se retrouvent à la rue. Merci. Et selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour impliquer davantage les élèves dans ce genre de projet ? Alors au niveau communication, effectivement, la communication que vous avez faite, il y a l'affiche, il y a l'ENT, ça a été communiqué sur l'ENT. L'émission de radio, elle va aussi Donc maintenant, on va écouter l'interview de la responsable de l'association El Paso qui nous a donné son point de vue. Alors, je vais peut-être au départ dire quand même que je suis la vice-présidente d'El Paso, je m'appelle Patricia Grajda. Et qu'est-ce que l'engagement des élèves nous apporte en tant qu'association ? C'est-à-dire, c'est une grande participation, une grande motivation des jeunes. Et ça nous fait du bien parce que on voit que il y a un intérêt et c'est une dynamique qui nous intéresse.
D'autre part, bon, nous, notre souhait, c'est que quand vous serez adulte, c'est qu'il n'y ait plus de SDF et que donc il n'y ait plus d'opération boîte de Noël et que chacun ait un toit. Voilà. D'accord. Pardon. Donc là, c'est la prochaine question qu'on va vous poser. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association ? Alors, je n'ai pas créé l'association, c'est François Richard, qui est d'ailleurs toujours notre président, qui a créé l'association en 2015, avec Isabelle Baumadier, qui est partie vers d'autres horizons. Cette association a été créée non pas dans le but de l'opération boîte de Noël, mais simplement dans le but d'aider les associations qui n'avaient pas assez de bénévoles. Et donc l'opération boîte de Noël est venue quelques mois après, puisque François Richard a son amie Linda Krovzik sur Calais qui avait commencé cette opération boîte à chaussures. Ça s'appelait à l'époque boîte à chaussures, ça s'appelle toujours boîte à chaussures sur Calais. Et il lui a demandé si il pouvait importer cette excellente idée, ce concept sur la métropole lilloise. Linda Krovzik a accepté et voilà comment l'opération boîte de Noël est née sur la métropole lilloise. D'accord, merci beaucoup. La prochaine question, c'est comment votre association elle travaille avec les entreprises ? Eh bien, en fait, là, ça a été le bouche à oreille parce que les entreprises, donc nous faisons des posts sur Facebook. Hein, nous avons un site Facebook et donc les entreprises, les salariés ont vu l'opération, ont été intéressés. Les entreprises ont fini par nous contacter parce qu'en fait, nous avons commencé en 2015, nous avions 97 boîtes et donc nous avions juste des dépôts des particuliers chez les commerçants et puis petit à petit, ça s'est étendu aux écoles, aux lycées, aux collèges, aux facs et donc aux entreprises également qui nous ont contactés. En fait, elles nous ont contactés pour cette opération boîte de Noël. D'accord. Voilà, c'est elles qui nous ont contactés. Après, nous avons des bénévoles qui travaillent dans une entreprise et qui donc ont suggéré à la direction cette opération également, bien sûr. D'accord. Donc là, il reste une dernière question. Oui. Quelles sont les actions concrètes que votre association a mis en place ? Quelles sont les actions que nous avons mis en place ? Alors, nous en avons mis 2 parce que nous ne mettons pas d'action en place. Nous sommes interpellés par des associations qui, en général, ont des causes à défendre, hein, la mucoviscidose, les cancers pédiatriques, aussi les blues roses. Enfin, nous sommes interpellés par diverses associations quand ces associations n'ont pas assez de bénévoles. Et nous faisons l'intermédiaire entre les bénévoles et ces associations. Les 2 seules opérations que nous avons faites, c'est l'opération boîte à chaussures qui est devenue boîte de Noël pour les sans-abri. C'est la 9e année que nous la faisons. Et l'autre opération, c'était une journée festive, ça s'appelait Halloween. C'était au profit de 4 associations qui étaient comme nous avec peu de moyens. Et nous avons fait cette fête à l'eau sucre avec la journée pour les enfants et le soir c'était DJ et aussi concert pour les adultes et ça nous a permis à l'époque de récupérer 2500 €, donc bien sûr tous les bénéfices, hein, puisqu'on avait acheté beaucoup de choses pour faire des gaufres, pour décorer la salle, enfin etc., pour faire des croque-monsieur, enfin vous voyez, quelque chose de festif. Et nous avons donc remis un chèque à chaque association de 500 € et nous avons gardé 500 € pour nous. Voilà, ce sont les 2 seules opérations que nous faisons. Après, pour nos bénévoles, nous organisons des soirées, nous faisons des sorties pour fédérer les bénévoles qui ne se voient pas toujours dans les actions. Voilà. Je voulais vous demander si vous avez un mot à faire passer aux personnes qui vont vous écouter. Donc, Un mot à faire passer. Bien, écoutez, un mot à faire passer, soyez solidaires,
faites attention à l'autre. Quand vous voyez quelqu'un dans la rue, dites-lui un petit mot, c'est toujours sympathique. Voilà, c'est vraiment être solidaire et faire attention aux autres. Je crois que c'est ce qui manque un peu aujourd'hui dans beaucoup d'actes de la vie quotidienne, ne serait-ce que tenir une porte et regarder derrière si une personne n'arrive pas, de façon à ce qu'elle ne prenne pas la porte sur le nez. Et puis les boîtes de Noël, eh bien écoutez, faites des boîtes, faites qu'elles soient bien pleines. La quantité n'a aucune importance, c'est la qualité que nous souhaitons. Une boîte de Noël avec 4-5 bricoles dans le fond, ce n'est pas une boîte de Noël, ce n'est pas un cadeau. Donc, inutile de faire 10 boîtes, autant en faire 2 et qu'elles soient très bien. Voilà, c'est un grand mot que je viens de dire. Écoutez, et n'oubliez pas que la récolte continue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 21 décembre.